Mesdames et messieurs, bonjour et une fois de plus, bienvenue à cette tribune de la semaine. Nous savons comment vous êtes nombreux à nous suivre depuis la première édition. Donc aujourd'hui, je suis avec mon estimé confrère de tous les jours, Brony Fortuna Ngolali. Bonjour. Bonjour Arsène Sivera. Et ensemble avec lui, nous recevons le président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Monsieur Michel Njombo. Bonjour. Bonjour Arsène et honoré d'être reçu. Bonjour Fortuna, merci de me recevoir. Alors, donc, vous êtes le président de Unicongo, cette plateforme interprofessionnelle qui réunit pratiquement une quinzaine de fédérations, pour ne pas dire 16 précisément, et peut-être plus de 200 entreprises. Nous voulions donc savoir quelle est l'activité économique et comment vous influencez l'activité économique au Congo. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, on devait s'échauffer un peu sur peut-être deux questions de l'actualité. Vendredi dernier, il y a eu des lettres, des courriers de l'administration qui vous sont parvenus, vous les usagers des guichets uniques, vous les usagers du trésor public. Comment vous avez vécu cela un peu dans votre pratique quotidienne, puisque il y a des adhérents qui doivent payer de l'argent, qui doivent faire des transactions? Comment vous avez vécu ça? Permettez-moi, avant de répondre à votre question et de rentrer dans le vif du sujet, de me plier à cette tradition en début d'année qui est de celle de vous souhaiter tous mes vœux, de nombreux accomplissements à vous ainsi que à vos proches pour cette nouvelle année, et tous mes vœux également à ceux qui nous suivent derrière leur smartphone, leur écran ou leur ordinateur. Sur cette question en particulier, je dirais, se pose la question en général de l'environnement des affaires et la stabilité du cadre juridique. Aujourd'hui, nous constatons qu'on manque de visibilité sur l'évolution du cadre juridique et réglementaire. Beaucoup de décisions sont prises que nous apprenons comme tous usagers, des fois même par la presse. Et je pense que c'est un problème, ça crée des difficultés liées à la confiance, au-delà de la visibilité. Lorsque vous êtes une entreprise, que vous recevez une information qui contredit une précédente reçue juste avant et que vous n'ayez pas d'interlocuteur à qui parler pour vous expliquer la marche à suivre et laquelle des informations est celle qu'il faut appliquer, je dirais que ça envoie un très mauvais signal et ça détériore très certainement l'image, pour ne pas dire trop fort des autorités. Ça détériore peut-être même le sérieux du pays vis-à-vis de ses partenaires. Il y a aussi, évidemment, certainement que dans le courant du sujet de notre émission, nous reviendrons peut-être sur cette question. Et il y a aussi la question du budget, le budget qui a été adopté 2025. Le Congo se dote d'un nouveau budget. C'est peut-être encore très tôt pour le décortiquer pour vous, mais peut-être vous pouvez vous faire une idée sur le service de la dette, parce que très souvent les entreprises réclament une grosse dette, et puis sur les opportunités que prévoit ce budget pour vous, pour les marchés et pour les investissements. Écoutez, le budget rentre dans ce cadre un peu plus large que je viens d'évoquer, de l'environnement des affaires et de la prévisibilité de l'évolution du cadre légal et réglementaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas découvrir dans un budget des nouvelles taxes qui ont un impact fondamental sur la vie économique et la rentabilité des entreprises. De telles nouvelles taxes doivent être discutées à l'avance. Il y a des exemples concrets, comme la TVA sur l'eau, vous avez dû en entendre parler, où le marché n'est pas si élastique qu'on ne pourrait augmenter les prix facilement sans impact sur le niveau de consommation. Donc là, je parle du point de vue de l'opérateur économique qui veut vendre des produits, ou pour les populations, être en capacité, si les prix augmentaient, de pouvoir continuer à consommer lorsqu'elles ont déjà des difficultés liées à des revenus qui sont plutôt faibles. Il y a quand même un dialogue public-privé qui est toute une institution. Malheureusement, il ne faut pas confondre l'existence d'institutions qui peuvent ou pas fonctionner et la réalité du dialogue. Je le dis très souvent à mes interlocuteurs, nous parlons sans nous écouter. C'est une difficulté. Je peux donner aussi un point de vue sur, au-delà même de la loi des finances, sur cette approche que actuellement nous ressentons de nos partenaires publics, où on veut complexifier les procédures pour faire face à de la déperdition dans la collecte fiscale et douanière, par exemple. Sauf que on confond le fait d'agir contre la fraude et de mauvaises pratiques
qui peuvent être de part et d'autre, hein, je dis pas qu'elles sont du côté public uniquement, on confond la capacité que devrait avoir l'État à agir contre la fraude avec le besoin de durcir la règle. Le durcissement des règles, si on va trop loin dans leur durcissement, qu'est-ce qui se passera? Les entreprises formelles ne vont faire que souffrir encore plus et l'informel va s'enfoncer encore plus dans l'informel et dans l'évitement de la taxe. En dehors de ce que vous évoquez, monsieur Michel Djombo, qu'est-ce qui vous dérangerait puisque vous parlez des taxes dans le budget 2025, qu'est-ce qui vous dérangerait encore? En dehors des taxes sur l'eau, est-ce qu'il y a autre chose? En fait, c'est tout cet état d'esprit. C'est un état d'esprit, plutôt que des mesures particulières, de dire que on va créer un cadre très restrictif pour que personne ne puisse en sortir. Alors, c'est une mauvaise approche. Plus le cadre est restrictif, plus les gens trouvent le moyen d'en sortir. Ensuite, on met dans certaines mesures la charrue avant les bœufs. Il y a un projet qui est louable, que nous accompagnons d'ailleurs, qui devrait donner lieu à une augmentation de ressources, qui est de faire de la télédéclaration des factures. Vous savez, dans l'ancien système, les grandes entreprises, sur leurs factures, collaient des stickers avec des codes barres que leur donnait l'unité des grandes entreprises, qui permettait, lorsqu'on scannait, il pouvait avoir une traçabilité dans le système informatique des impôts. Ce système a fait long feu et surtout ne touchait pas les moyennes et les petites entreprises et l'informel. Donc, il y a l'idée aujourd'hui, dans toutes les entreprises, peu importe leur taille, et peut-être même dans les petites boutiques de quartier, dans certains établissements informels, d'avoir des outils de déclaration. C'est-à-dire que lorsque vous vendez un bien ou un service, c'est dans ce système que vous entrez l'information et ce système vous génère la facture. Et grâce au télécom, il y a une télédéclaration au service des impôts. Et lorsque, à la fin de l'année, vous venez face aux impôts avec votre déclaration, on peut comparer avec tous ces éléments qui ont été collectés toute l'année. Donc là, je viens de vous décrire le fonctionnement de ce système. Et ça, c'est louable, on l'encourage. On a d'ailleurs un des prestataires qui a été choisi par l'État pour mettre en œuvre cette solution, qui est venu vers nous pour une mise en relation avec les grandes entreprises qui vont servir de pilote. Et nous leur avons ouvert les portes des grandes entreprises. Ils sont allés dans ces entreprises pour expliquer la démarche et commencer à mettre en place un processus pour développer cette solution. Or, la loi des finances 2025 a déjà prévu l'existence de cette solution et vous rendez-vous compte, a déjà prévu d'être testé encore. Non, qui n'existe pas. On est sur un principe qui commence à être réfléchi, des discussions qui viennent d'être établies avec les sociétés. Rendez-vous compte que la loi des finances a déjà prévu une amende de 50 millions pour celui qui ne déclare pas via ce système. Encore une fois, système qui n'existe pas. Le système n'existe pas. Le prestataire qui développe la solution est adhérent d'Unicongo. Donc, je suis très bien placé pour savoir que le système n'existe pas. Et il va prendre 3 à 4 ans avant d'exister. Comment on peut mettre de cette façon la charrue avant les bœufs au point d'aller mettre dans la loi des finances une amende qui est prévue dans le cas où vous n'utilisez pas le système? À quoi sert la loi des finances? Donc, ça veut dire que la loi des finances est hors sol quelque part. Arsène Sévérin parlait tout à l'heure du dialogue. Je pense qu'on est déjà dans l'émission. C'est des sujets qu'on devait aborder un peu plus en avant. Mais là, on y est déjà. Il parlait tout à l'heure du dialogue entre vous et le pouvoir public. Alors, par rapport à ce que vous évoquez, nous constatons que ça vous dérange énormément. Est-ce que vous avez engagé une démarche pour essayer de reparer ça avant que la loi réellement soit promulguée, puisque jusqu'à aujourd'hui, c'est plus ou moins au niveau on intègre certains amendements et puis... Écoutez, c'est assez paradoxal parce que nous avons des relations de qualité avec un certain nombre de décideurs publics à tous les niveaux. Et lorsque vous prenez les individus comprennent les enjeux, sont ouverts au dialogue, nous écoutent, échangent des points de vue. Mais lorsqu'on parle de la machine publique, des institutions, là, le dialogue est totalement grippé. Moi, je vous le dis, je ne comprends pas que pour aucun des éléments de la loi des finances, nous ne sommes jamais consultés. Pour quasiment aucune loi. Et lorsque nous recevons des projets de loi, nous émettons des opinions. Mais aucune, je dis bien, c'est pas quelques-unes des opinions ou des points de vue, aucune proposition. Et je parle là de proposition, c'est-à-dire nous ne faisons pas des injonctions. Nous comprenons le point de vue des pouvoirs publics. Il faut augmenter la ressource pour pouvoir faire face à ces engagements sociaux, pour pouvoir développer le pays. Mais aujourd'hui, on est complètement au point mort sur le dialogue public-privé. Et c'est ce qui fait même des fois, vous voyez, certaines levées de boucliers sur certaines mesures.
On pourra peut-être parler de la CAMU, qui est un bon exemple d'absence totale de dialogue public-privé. On va peut-être en parler si vous me le Nous allons revenir donc sur le climat des affaires au moment opportun. Parlons de la diversification de l'économie. Depuis une vingtaine d'années, jour pour jour, on nous ressasse un peu ce concept de diversification de l'économie. Est-ce que pour vous, le secteur privé, vous le voyez simplement comme le développement du secteur hors pétrole, ou bien il y a des activités qu'il faut vraiment développer pour diversifier l'économie? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour diversifier l'économie. Il y a déjà des sociétés qui travaillent, parce qu'on ne peut pas dépeindre un tableau où tout serait négatif, où l'environnement des affaires au Congo serait détérioré de façon telle qu'on ne pourrait rien faire au Congo. J'espère que c'est pas l'image que je donne là de notre environnement des affaires. Il y a des difficultés, mais il y a des gens qui, à travers les difficultés, arrivent à naviguer, arrivent à développer leurs activités. Mais encore une fois, ça demande une forte proximité avec les pouvoirs publics pour protéger certaines entreprises qui développent leurs activités. Je peux donner l'exemple d'un de mes adhérents dans le secteur industriel qui a investi des milliards, peut-être des dizaines de milliards au Congo, qui est dans la production de boissons. Cette société, tous les 4-5 ans, réfléchit à de nouveaux produits, à remplacer des importations par de la production locale. Et très souvent, ils sont freinés dans leur développement de nouveaux produits par les importations illégales, par exemple. Ce producteur de boissons, basé à Brazzaville, attaque le marché de Pointe-Noire, attaque n'est pas le bon terme, distribue à Pointe-Noire ses produits, se retrouve sur le marché de Pointe-Noire plus cher que les produits qui viennent de Cabinda en contrebande. Et cet acteur n'a pas d'interlocuteur qui peut agir efficacement pour aider à arrêter cette contrebande. Vous avez le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie. C'est un effort. Ce sont quand même des interlocuteurs. Mais vous voyez, là, c'est une très bonne illustration de ce que je disais précédemment. Le ministre de l'Industrie, le ministre Fila, Crissel, est notre meilleur partenaire. Nous avons une relation de proximité forte. Nous avons de part et d'autre une compréhension très élevée des enjeux et nous avons son soutien. Et la machine derrière lui. Voilà. Le ministre du Commerce, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Mais lorsqu'il faut agir de façon concertée et faire redescendre jusqu'au bas sur le terrain des actions, c'est là que nous avons quelques difficultés. Est-ce que dans la diversification de l'économie, nous avons des réelles chances dans l'agriculture? Le problème de l'agriculture, comme d'autres secteurs capitalistiques, donc qui nécessitent de gros investissements, c'est qu'il faut l'engagement de l'État. Pas nécessairement l'engagement de l'État sur le terrain en tant que producteur, mais l'engagement de l'État pour être facilitateur. Il crée le cadre, il facilite. On peut faciliter de plusieurs façons, peut-être en organisant, comme l'État l'essaie avec les coopératives, l'initiative de la ZAP, mais également en trouvant les conditions qui permettraient aux intrants d'être moins chers sur le marché local, par exemple, en créant toutes les structures d'appui à l'agriculture. La recherche agronomique a besoin d'être lancée dans notre pays. Si, dans notre pays, on ne sait pas quelle est la meilleure semence de maïs pour produire dans la Bwenza, et que vous importez, comme nous le faisons aujourd'hui, d'Afrique du Sud ou du Zimbabwe ou du Ghana, la semence, on va pas arrêter de se tromper. Au Congo, les rendements de la majorité des plantes sont des fois jusqu'à 10 fois inférieurs au rendement à l'étranger. On peut prendre l'exemple du manioc au soja jusqu'au maïs, on est sur les mêmes problématiques. Voilà. Et donc, l'État doit, avec nous, dans des discussions communes, peut-être qu'il ne revient pas à l'État de financer la recherche agronomique. Peut-être que l'État crée le cadre en ayant formé des chercheurs qui sont compétents et le secteur privé peut trouver, sous la forme de partenariat public-privé, peut-être le moyen de financer cette recherche. Peut-être que nous pouvons avoir des solutions pour relancer l'IRA aux côtés de l'État. Michel Nzombo, en vous écoutant, vous avez l'impression un peu de vous dédouaner quand je parle de vous, donc le patronat, puisque le gouvernement ne cesse de le dire qu'il ne peut pas tout faire. Vous parlez là de la création d'un cadre qui vous permettrait d'entrer réellement dans la diversification de l'économie, mais vous avez bien cité le ZAP. On se souvient qu'il y a eu un fonds de soutien à l'agriculture qui a existé dans ce pays, et il y a quelques années, le président prenait un décret pour exonérer l'importation des engrais, de tout ce qui est engrais. Et puis nous avons aujourd'hui Maluko qui produit plus ou moins des engrais. Est-ce que cela ne vous profite pas? Est-ce que vous avez peur, vous, de vous engager dans le contexte actuel? Vous prenez de très bons exemples. Parce que en disant, est-ce que vous ne pensez pas vous dédouaner, vous avez pris tous les exemples de ce que l'État a fait et a échoué à faire.
qui ont été les bénéficiaires des fonds du fonds de soutien. C'est-à-dire, encore une fois, je veux que mes propos soient analysés de façon juste. Nous ne disons pas qu'à très haut niveau, la volonté ne va pas très loin, que la vision ne va pas très loin, mais c'est sur l'exécution et la cohérence d'ensemble. C'est louable de mettre un fonds de soutien agricole, mais lorsque, dans son fonctionnement, il échoue, il y a un problème. Vous avez cité, là je ne vais pas me prononcer parce que je toucherai des acteurs spécifiques, mais je tiens à le dire de façon transparente, il n'y a pas de production de tracteurs au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul tracteur qui a jamais été produit au Congo. Je ne veux pas pointer du doigt des initiatives en particulier, mais la vérité doit s'imposer. Et vous avez pris l'exemple aussi des exonérations. Moi, je le dis dans toutes mes interventions publiques où je parle d'agriculture. Le secteur agricole est le secteur le plus exonéré de tous les secteurs économiques du Congo. On ne peut pas remettre cela en cause. Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Je rappelle quand même que vous êtes le patron de CE Agri, une société importante dans la formation et aussi dans la production et la distribution d'intrants. Mais on ne peut pas s'arrêter que aux exonérations. Lorsque vous importez un tracteur, et j'ai des discussions même avec les cadres du ministère de l'Agriculture qui reconnaissent cette difficulté, il n'y a pas de mécanicien de tracteur. Il n'y en a pas un seul dans le pays. C'est des dieselistes qui réparent des engins, qui s'improvisent réparateurs de tracteurs. Vous pouvez importer 500 tracteurs dans ce pays. Dans 1 an et demi, ils sont morts au bord des routes. Vous voyez souvent dans les zones agricoles des tracteurs abandonnés, désossés. Donc, vous pouvez exonérer comme vous voulez. Si le tracteur meurt dans 1 an et demi, un tracteur, aujourd'hui, de faible puissance, neuf, coûte 40 millions. Combien d'hectares il faut labourer pour avoir un retour sur investissement suffisant pour pouvoir, avec vos revenus, faire face à vos charges, faire l'amortissement du tracteur et investir dans un nouveau tracteur? Minimum une dizaine d'années. Mais le tracteur meurt au bout d'1 an et demi. Moi-même, j'ai investi dans le secteur agricole. Des zones économiques spéciales qui sont devenues pratiquement un cimetière des ministres qui passent et qui repassent. Après, en réalité, on a rien de concret. On a vu récemment des investisseurs rwandais qui sont venus pratiquement avec 100 millions de dollars pour pouvoir relancer Maluku. Pourquoi vous, sur place, vous ne vous intéressez pas à Maluku? Pour compléter, le Premier ministre nous a montré à la télé que celle de Pointe-Noire est plus ou moins en fonction déjà. C'est un vaste débat. Déjà sur le principe. Les zones économiques spéciales, elles sont à 2 usages principaux. Le premier, qui est d'accélérer l'industrialisation pour permettre la transformation de la production non transformée locale, que ce soit dans l'agriculture, dans la forêt, dans les mines, etc. Ou le deuxième usage, c'est de permettre de peut-être créer faire de l'import substitution. Vous êtes un importateur de gros volumes d'un produit fini particulier. Dans le pays, vous n'avez soit pas la matière première, soit pas la filière amont qui pourrait permettre la transformation locale. Vous pouvez importer des matières premières dans la zone économique spéciale, faire la transformation et livrer des produits finis pour le marché local, mais pas que. Parce que dans le fonctionnement de la ZES, je crois que environ 15 à 20% peut être vendu localement, tout le reste doit être fait à l'export. Donc l'intérêt d'une ZES dans un marché comme le marché congolais, très souvent vous avez de gros investissements nécessaires dans l'industrie qui ne se font pas dans des pays comme le Congo, parce que le marché est trop petit. On nous dit que 6 millions d'habitants, pour créer une usine de bouteilles, par exemple, pour 2 brasseries ou 3 brasseries, par exemple, c'est trop peu. Il nous faut couvrir un marché peut-être sous-régional d'une vingtaine de brasseries que nous n'avons pas au Congo. Donc, si vous créez une usine de bouteilles dans la ZES, vous pouvez à la fois produire pour le marché congolais, mais étant exonéré de quasiment tout, ça vous permet de rester compétitif et de vendre, par exemple, en Angola, au Cameroun, peut-être voire même plus loin en Afrique de l'Ouest si le besoin existe ou si l'exemple des bouteilles n'est pas le bon, on peut prendre cet exemple et le multiplier pour toutes sortes d'industries. Et c'est pour ça que moi, je crois en une seule ZES, celle de Pointe-Noire. Parce que c'est réellement la seule qui, dans son positionnement, aura cette capacité à jouer ces 2 rôles. Pourquoi il est important? Ailleurs, il y a des ZES qui ne jouent qu'un rôle, soit à l'export, soit à l'import. Mais chez nous, on a besoin d'une ZES qui joue les 2 rôles. Pourquoi? Parce que l'amont est inexistant ou trop faible. On n'a pas de production agricole. Dans le Congo, comme on n'a pas beaucoup à transformer à part le bois, il faut qu'il y ait un équilibre pour rendre viable le business model. Il faut qu'on ait aussi un peu d'import-substitution. C'est pour ça que être à Pointe-Noire a du sens. Mais lorsque vous êtes à l'intérieur des terres,
quel est le business model? Vous allez faire de l'import-substitution en important via le port de Pointe-Noire, en transportant sur l'un des corridors logistiques les plus chers au monde, livré à Brazzaville. Donc, ça veut dire déjà, dans le meilleur des cas, si vous réussissez votre pari, vous allez livrer que Brazzaville et peut-être Kinshasa, bien que Kinshasa soit déjà un grand marché. Mais vous n'allez jamais être compétitif à Bangui, à Pointe-Noire, à Douala, etc. Vous voyez, donc c'est pour ça que je ne veux pas commenter le bien fondé du modèle, mais il y a peut-être un recentrage stratégique sur laquelle il faut appuyer. D'ailleurs, vous le voyez, ça s'impose. Celle qui a avancé le plus, c'est celle qui a le plus de sens. Et finalement, dans toutes ces discussions, vous l'avez dit, vous n'êtes toujours pas associé pour que vous fassiez des propositions directement quand même. Avoir une ZES à Pointe-Noire ou à Brazzaville, qu'est-ce qui serait le mieux, là où on aurait le plus de moyens pour que ça décolle avant? Là, vous n'avez pas été associé, hein, mais on vous appelle quand même à venir prendre les unités de production clés en main qui sont déjà prêtes. Hein. Vous avez tout dit. Vous avez répondu à ma place en me posant la question. Alors, on va parler de l'emploi des jeunes. Oui. L'emploi des jeunes. L'année de la jeunesse, donc le 2024, a été consacrée à la jeunesse pour créer de l'emploi. Et vous avez eu une majeure partie dans la création de l'emploi, 90 000 sur les 100 000 prévus. Parlons d'abord, faisons un petit bilan. C'est vrai que l'État aujourd'hui parle de 2024, 2026 et peut-être au-delà, pour répéter ou reprendre les mots du président Denis Sassou Nguesso, peut-être au-delà de 2026. Mais vous déjà, 2024, est-ce qu'il y a eu des bonnes statistiques? Et puis 2025, peut-être qu'il y a des belles projections sur la création de l'emploi des jeunes. Écoutez, la création d'emplois va avec la création d'activités économiques, le développement des activités économiques. Et ça veut dire que nous sommes des acteurs permanents de la création d'emplois. Et lorsque nous sommes sollicités par les pouvoirs publics, ça arrive, nous répondons toujours présents et nous sommes aux côtés des pouvoirs publics pour les accompagner. L'exemple le plus concret de ça est un programme initié par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi en partenariat avec le PNUD. Et ils sont venus vers nous en disant que ce ministère, dans le cadre de cette initiative, l'initiative s'appelle Stagi, le ministère veut créer des places pour 10 000 stagiaires. L'idée n'est pas de faire des stages pour des stages, mais avoir des stagiaires qui sont accompagnés pour que demain ils soient insérés plus facilement. Nous avons une deuxième initiative qui est l'initiative Mossala. Pareil, une initiative qui est dans l'insertion, l'amélioration du niveau d'employabilité. Et Unicongo n'est pas le dernier à s'investir dans l'employabilité. Nous avons une initiative de mentorat où je donne moi-même de ma personne, où nous recevons un certain nombre de jeunes, que nous les formons à un certain nombre de soft skills, de compétences qui n'ont pas dans le cadre académique pour les rendre plus employables ou plus opérationnels, comme on dit un peu vulgairement. Nos ressources étant limitées, nous ne recevons qu'une cohorte par année d'une vingtaine de jeunes et c'est dérisoire. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller. Michel Nzoma, dites-nous sincèrement, comment vous avez appris la répartition de 90 000 emplois qui vous ont été destinés, la responsabilité que vous avez? Comment vous avez appris ça? De peur de ressasser les difficultés dans le dialogue public-privé, je vais passer sur la réponse attendue qui est est-ce que nous étions informés ou associés ou pas, pour dire simplement, il est temps que nous arrêtons de nous méfier les uns des autres. Nous sommes des partenaires. Les syndicats d'employés, les syndicats du secteur privé, donc les syndicats patronaux et le gouvernement sont ce qu'on appelle dans le dialogue social des partenaires sociaux. Et il faut que nous nous voyons comme tels. Moi, j'ai à l'esprit qu'il nous faut travailler pour le bien commun. Mais est-ce que c'est trop pour vous, 90 000 emplois là, en une année? Est-ce que c'était trop, démesuré? Je vous laisserai juger. Les statistiques publiques disponibles disent que le secteur privé formel crée environ 5 000 emplois par an. Nous estimons que, quelque part, si vous rajoutez l'informel, il y a peut-être 10 000 à 15 000 nouveaux emplois créés par an. Donc, est-ce qu'on avait capacité en une année ou en 3 à créer 90 000 emplois? La question est plutôt comment? Et donc, il faut qu'on y réponde ensemble. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que quand même vous avez réussi à employer? Est-ce qu'on peut avoir le chiffre en 2024? Est-ce que vous avez réussi quand même à employer? Vous êtes resté dans les 5 000? Du point de vue du secteur privé, en termes de stratégie ou d'approche, il n'y a rien qui a changé entre 2023, 2024 et 2025. Donc, les chiffres que je vous donne d'un peu plus de 5 000 emplois créés par le secteur privé formel
Ça reste. À 10% près, c'est la situation de 2024, de 2023. Et s'il n'y a pas de plan concerté pour 2025, ça sera la situation de 2025. On ne peut pas, surtout avec ce que je vous ai dit sur le cadre qui devient de plus en plus restrictif, créer nous tout seuls le miracle de la création de l'emploi. Vous avez quand même mis les mécanismes aujourd'hui. C'est vrai que vous nous parlez de la formation, des stages de mentoring. Est-ce que vous avez aujourd'hui, sur les 90 000, même si cela vous paraît énorme, presque impossible, est-ce que depuis 2024, à ce jour, vous avez mis quand même les mécanismes pour répondre à ce besoin du gouvernement? Écoutez. Est-ce qu'officiellement vous avez été... C'est ce que j'allais dire. Ce besoin, nous l'apprenons dans la presse. Je n'ai jamais eu une réunion de travail avec aucun décideur public qui m'a challengé sur la pierre que le secteur privé peut apporter à l'édifice de ce programme gouvernemental. Donc, je peux pas malheureusement commenter. Vous êtes quand même 400 membres, 400 entreprises membres dans Unicongo. Vous nous dites que 90 000 emplois, même si c'est sur 3 ans, me paraît énorme ou presque impossible à combler. Comment est-ce que vous l'expliquez avec près de 500 entreprises, autant de membres, qu'est-ce que vous empêcherait réellement? Écoutez, c'est quoi? Une entreprise cohérente, investie, évolue dans son cycle de développement, elle réalise des marges, un résultat final d'environ 10, 15, peut-être 20%. Le résultat final dans son bilan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque franc investi, à la fin de l'année, il me reste 15 centimes. Bon, on n'a pas des centimes en CFA, donc l'exemple est malvenu. Pour chaque centaine de francs, il me reste en fin d'année une marge nette, que je récupérais pour réinvestir et en faire quelque chose, 15 francs. Ça veut dire que la croissance de l'entreprise, même si vous décidiez de réinvestir tous ces 15 francs, quelque part, d'une année sur l'autre, serait environ de 15%. Votre capacité à aller au-delà du périmètre dans lequel vous opérez serait quelque part proportionnelle à vos ressources financières. Donc, lorsque on dit que il y a quelque part autour de 100 000 emplois dans le secteur privé, même si toutes les sociétés du secteur privé décidaient chaque année de réinvestir chaque franc et que chaque actionnaire investisseur refusait de se payer, on ne pourra avoir une croissance économique des sociétés privées ou un développement de leurs activités que de 15 à 20%. 15 à 20% des emplois formels, c'est 15 000 à 20 000 emplois qu'on pourrait créer éventuellement chaque année dans un effort complet où tout le monde met chaque franc qu'il arrive à gagner dans ce pays dans un réinvestissement. Est-ce que vous avez maille à partir avec les profils actuels sur le marché de l'emploi, la jeunesse? Oui, c'est pour ça que nous investissons nous-mêmes dans la formation, parce qu'on va pas faire que se plaindre et ne rien faire. C'est pour ça que nous faisons un programme de mentorat, la plateforme en ligne, Mosala et tous les programmes. Nous nous saisissons de ça. Et vous voyez même que les chefs d'entreprise sont très demandeurs justement de s'impliquer eux-mêmes. Dans notre programme de mentorat, on a eu une quinzaine de chefs d'entreprise de premier plan qui sont venus faire du partage d'expérience, de la transmission, de la formation. Nous avons un chef d'entreprise, une grande entreprise de Pointe-Noire dans le secteur parapétrolier, qui est venu former les jeunes à la recherche d'emploi, la rédaction de CV, de l'aide de motivation. Et ces jeunes ont été abasourdis d'avoir accès à un tel niveau de DG qui a fait une transmission d'une telle qualité. Donc c'est trivial cet exemple que je vous donne. Mais c'est juste pour vous dire que nous sommes pleinement engagés et à tous les niveaux. Donc les licences en philosophie, en psychologie, aujourd'hui... Comment vous le faites quand ça peut pas rentrer dans vos profils. Vous m'avez challengé justement sur le fait peut-être qu'on demandait trop à l'État et quelle est la part que nous faisons. Et Unicongo, en 2025, lance la mise à jour d'une étude que nous avions déjà faite il y a une quinzaine d'années avec la Chambre de commerce de Pointe-Noire, mais qui, de mon point de vue, était trop localisée à Pointe-Noire et dans l'industrie pétrolière. Nous la lançons au niveau national, une mise à jour de l'étude des besoins en emploi, donc niveau et qualité, et répartition nationale par secteur de l'emploi. Et comme ça, ce document, il peut être fourni au pouvoir public, aux autorités en charge de la définition des programmes de formation supérieure et aligner ses besoins avec ce qui est mis en œuvre par le gouvernement. Nous ne pouvons pas nous plaindre du fait que les formations ne soient pas en adéquation si nous ne sommes pas nous-mêmes en capacité de fournir les besoins. Avec le FONEA, par exemple, qui travaille à la formation professionnelle, le FONEA vient régulièrement vers les entreprises nous demander quels sont les besoins, nous le fournissons. Si nous ne le faisons pas vis-à-vis de l'ensemble de la communauté
public en charge de la définition des programmes, on peut pas se plaindre que ces programmes ne sont pas en adéquation. Donc, nous avons là un travail à réaliser que nous allons réaliser en 2025. Voilà. Je reviens sur le chiffre 400 entreprises membres, et c'est pour parler de votre responsabilité sociétale ou la responsabilité dans la société congolaise. On constate que vous pesez lourd dans la société. Est-ce que vous le mesurez-vous dans un contexte, dans un état où le taux de chômage est très élevé et même les conditions de travail dans certaines entreprises sont encore douteuses jusqu'aujourd'hui. Le niveau de vie est très bas. Le développement dans son ensemble pose encore un vrai problème. Vous avez un grand siège à Pointe-Noire, mais on constate aujourd'hui que Pointe-Noire regresse au lieu de se développer. Il y a qu'un grand centre hospitalier qui fonctionne réellement. Est-ce que vous mesurez toute cette responsabilité face à tous ces défis? On la mesure et on y fait face. Comment? On a des adhérents qui, à travers tous les secteurs, malgré ce que je disais tout à l'heure de la difficulté de l'environnement des affaires, qui ne s'arrêtent pas de travailler, qui ne s'arrêtent pas de grossir. On a la société Dangote, par exemple, qui l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, a démarré l'export de clinker. Parce qu'il s'est rendu compte que dans certains endroits où ils produisent du ciment, dans d'autres localités à l'international, ils n'ont pas de clinker, ils importent de très loin. Ils se sont dit, on a une filiale au Congo qui peut produire du clinker, ils vont l'exporter. Dangote a investi 40 camions avec des remorques. Un camion aujourd'hui coûte environ 120 millions de francs CFA neuf. Vous faites la multiplication fois 40. Un camion, c'est un chauffeur, voire 2, parce que le camion, s'il est tous les jours sur la route, il a besoin d'avoir une rotation. Tout le monde ne peut pas conduire tous les jours. Vous avez un mécanicien, vous avez toute une équipe de support. Dangote, pour ces 40 camions, a créé plus de 100 emplois. Et des exemples comme ça, on peut les multiplier. Saris, qui a créé une distillerie en Caï, lance sa distillerie, c'est aussi plusieurs dizaines d'emplois directs. On parle d'emplois directs, mais il y a tous les emplois indirects qui sont créés. Et comme ça, on peut regarder. Moi, je suis prêt à même être challengé sur l'impact en création d'emplois. Oui, justement, en termes de bénéfices, ça fait aussi beaucoup de milliards. Et mon confrère est en train de dire comment vous réinvestissez tout cela un peu dans le secteur social. Est-ce que vous entendez souvent les Congolais vous narguez un peu la pauvreté. Vous êtes dans l'opulence, mais juste à côté, vous avez ces petits travailleurs qui viennent travailler, qui pour 50 000 francs, pour 30 000 francs de salaire, mais qui ont des parents qui n'ont absolument rien. Est-ce que vous entendez Tout souvent à fait. dire Je vais vous dire quelque chose, pardon, Monsieur Fortuna. Il n'existe pas dans le secteur privé formel au Congo, et je suis prêt à être challengé, ça va être suivi sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont faire des commentaires et me désigner ces entreprises, je suis très curieux. Une seule, je dis pas 2 ou 3, une seule société qui paye moins que le SMIC. Moins le SMIC. J'ai été sollicité par des journalistes pour me demander, Président, quelle est votre opinion sur l'augmentation du SMIC, et d'ailleurs en me disant, est-ce que vous avez été au courant? J'ai répondu comme beaucoup de mesures, non, nous n'avions pas été au courant, mais nous accueillons positivement cette nouvelle parce que de toute façon, personne ne paye en dessous du SMIC. Et donc, pour nous, c'est complètement transparent. Le président avait fait une annonce, et je salue cette annonce, de monter le SMIC à 90 000. Les entreprises, à l'époque, s'étaient dit que l'année d'après, ça allait être mis en œuvre, et se sont déjà préparées. Les entreprises sérieuses dans ce pays, il n'y en a aucune qui paye moins de 90 000 francs CFA, les travailleurs. Malheureusement, dans certains secteurs, je veux pas pointer du doigt parce qu'il existe à Unicongo des sociétés qui, des fois, payent plutôt autour de 80 à 85 000, donc en dessous de cet objectif de 90 000. C'est 1 ou 2 secteurs que j'ai à l'esprit et nous travaillons également à obtenir que ces conditions s'améliorent. Donc, sur ça, les conditions de vie, vous savez, les travailleurs du secteur privé sont sanitairement les mieux couverts de ce pays. Et je le dis sans flancher, vous avez des secteurs entiers où 100% de la couverture maladie est assurée par l'employeur. J'en suis un exemple moi-même où je couvre 100% de la santé de mes collaborateurs. Vous avez des sociétés comme Brasco qui va jusqu'à l'évacuation sanitaire de ses collaborateurs. Donc, sur la responsabilité sociale et l'engagement que nous avons pour nos collaborateurs, on n'a pas à en rougir. Mais, sur Pointe-Noire, pardon, vous dites que Pointe-Noire se délabre, on peut peut-être parler des routes. Il faut savoir et l'ensemble des structures. Un acteur individuel, une personne physique ou morale privée, donc que ce soit l'individu devant sa parcelle ou la société dans la rue dans laquelle elle a sa base, n'a pas le droit d'intervenir dans l'amélioration des voiries. L'initiative en revient seule au pouvoir public. Donc ça veut dire qu'à Pointe-Noire, vous n'avez pas le droit de boucher un trou dans la rue, il revient à la mairie. La mairie ne refuse pas que vous lui donniez les moyens pour qu'elle aille le faire. Au contraire. Il y a quelques années, une histoire très connue à Pointe-Noire,
où vous avez, je crois, le boulevard de Luango qui part du port, qui passe devant la nouvelle direction du port, qui part devant Unicongo, donc je connais bien cette rue, qui passe devant la base industrielle Total et qui finit sur une piste. Sur cette piste-là, il y a la base industrielle d'Eni, il y a Baker Hughes, il y a un certain nombre de parapétroliers qui sont présents, il y a même un site d'Airtel. Cette histoire est très connue. Il y a quelques années, les sociétés de la place auraient mis de l'argent au pot commun pour pouvoir donner les moyens à la mairie de l'époque. Peut-être que c'est il y a une vingtaine d'années, je ne veux pas pointer du doigt en donnant une période trop précise, mais les travaux n'ont jamais été réalisés. Les travaux n'ont jamais été réalisés. La mairie a reçu de l'argent, mais les travaux n'ont jamais été réalisés. Bon, c'est clair. Je dis que c'est une histoire populaire connue à Pointe-Noire. Les spectateurs seraient restés sur leur faim si je n'avais dit que ce que je venais de dire là en disant oui, mais il dit ça, mais au fond, les entreprises pourraient aller plus loin. Le cahier des charges, dans le cadre, par exemple, de l'activité forestière, le ministère signe avec une certaine période, au moment de signer pour la concession pour une certaine période, un certain nombre d'engagements que devront tenir les sociétés forestières dans le cadre du secteur forestier. Et c'est l'un des cahiers des charges les plus restrictifs de tous les secteurs industriels de ce pays. Les entreprises forestières sont les premiers acteurs après l'État. Je dis pas les premiers acteurs dans le secteur privé, les premiers acteurs après l'État de l'aménagement du territoire. Les forestiers, où qu'ils soient, vont jusqu'à payer les salaires des fois des enseignants vacataires, de certains représentants des services publics, des enseignants. À fournir les tables bancs. Voilà. Là, on dira, là, c'est une dérive. Là, c'est pas le cahier des charges. Mais dans les cahiers des charges, il y a la fourniture de tables bancs. Il y a la mise en place de pistes. Il y a un certain nombre d'infrastructures qu'il faut mettre en place. Je vais prendre l'exemple de CIB. La CIB a sa concession à Pokola, pour ceux qui connaissent bien la carte du Congo, au nord-est de la Sangha, à la frontière quasiment, à quelques kilomètres de la frontière avec la Likwala. CIB a eu une concession à Enyele, au nord-est de la Likwala. Entre Pokola et CIB, moi qui connais bien les routes et les pistes de notre pays, il y a 380 kilomètres, à 2 ou 3 kilomètres près. Ceux qui connaissent la route peuvent me challenger, aller vérifier ça. Cette piste a été ouverte par endroits sur 30 mètres par la CIB sur fonds propres pour connecter ces deux concessions. Ça n'était pas dans le cahier des charges. Mais l'impératif économique de pouvoir connecter ces deux sites industriels. Comment vous valorisez le fait qu'une société privée à elle toute seule, de sa propre initiative, a désenclavé toute une région de ce pays? Si aujourd'hui, Océan du Nord va dans la localité des Niélé, va jusqu'à Mfondo, c'est pas malheureusement grâce à l'État, c'est grâce à la CIB, une entreprise privée membre d'Unicongo. Donc, on ne rougit pas du tout face à la tenue de nos engagements et on va quasiment systématiquement au-delà de ceci, même lorsqu'ils sont gravés dans le marbre dans les cahiers des charges. On peut donner l'exemple des tables bancs. Vous avez des gens qui vont réagir, oui, mais le président, il raconte n'importe quoi. Dans les cahiers des charges, il y aurait des tables bancs, mais on voit sur les réseaux sociaux des images où dans certaines salles de classe, il n'y a pas de table banc. Peut-être que dans les cahiers de charges, il n'y a pas suffisamment de tables bancs qui ont été mis pour couvrir toutes les écoles du Congo et c'est là peut-être la limite. Mais au-delà de ça, l'État peut aussi acheter. Est-ce qu'on doit demander seulement la gratuité des entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale? Et il y a certains travers dans ce cas-là qui existent. La société Likwala Timber a livré, on va dire pour plus d'1 milliard, pour ne pas être plus précis que ça, ne pas qu'ils deviennent la cible peut-être de contrôle ou autre chose, a livré pour plus d'1 milliard de francs CFA de tables bancs au ministère de l'Enseignement. Mais ils ne sont pas payés. La société Likwala Timber a mis 200 personnes en chômage technique. Ils sont installés dans la localité de Bétou. Imaginez Bétou, il y a quoi? 6 000, 7 000 personnes, bon, avec les réfugiés. Donc, imaginons 6 000, 7 000 habitants. Dans les 7 000, 6 000 habitants, vous coupez la poire en deux. Il y a peut-être 3 000 personnes en capacité de travailler. Likwala Timber a quasiment mis au chômage technique 10% de la force de travail de Bétou. Pourquoi? Parce que l'État leur a commandé des tables bancs qu'ils n'ont jamais payés. Et ça fait chuter le chiffre d'affaires de la société. Michel Zumbo, pour passer à un autre sujet rapidement, je voudrais que vous répondiez un peu à ces propos qui sont
très répandu au niveau des citoyens lambda qui disent souvent terre à terre. On a des grandes sociétés à Pointe-Noire, mais on constate que, comme disait Arsène Séverin, que la ville est sale, qu'il n'y a pas de grandes écoles comme il faut. On a Total pour ne pas la citer. Comment peut-on expliquer qu'il y ait des grandes sociétés, de telles grandes sociétés, dans une ville comme Pointe-Noire, et que Pointe-Noire ne soit pas développée en termes d'infrastructures surtout? Est-ce qu'il revient aux sociétés de créer les infrastructures publiques? Dans quel pays dans le monde... On parlait de votre responsabilité sociale. Oui, dans quel pays dans le monde les sociétés privées prennent l'initiative de leur propre chef d'aller construire des ponts, des routes, etc. Même si il arrive qu'elles le fassent, je viens de donner l'exemple de CIB. Donc, on attend à ce que Total sorte et puis que Total dise maintenant, je veux construire telle ou telle route et ça sera mon don. Mais j'ai dit tantôt que les règles d'usage au Congo l'interdisent. Total ne peut pas sortir dans la rue dire je veux construire une route, c'est interdit. Il faut dire les choses simplement. C'est interdit. Rien n'empêche au gouvernement de dire, Total, vous avez un budget RSE de 3 milliards, de 5 milliards, je ne sais pas de combien, peut-être même de centaines de millions seulement. Moi, je veux flécher ce budget RSE dans la remise en état des routes de Pointe-Noire. Mais Total va s'exécuter puisque c'est une demande publique. L'une des ailes du mausolée Savorgnan de Brazza a été construite par qui? Par les pétroliers. L'école terre, comment ça s'appelle, à Quintela, en face de l'université de Nice à Sungesso, a été construite par qui? Par un pétrolier. Le centre d'excellence sur les énergies renouvelables à Oyo a été construit par qui? Par un pétrolier. Donc, il suffit de demander. On peut multiplier les exemples par je peux parler de l'université de Luango en cours de construction, construite par qui? Par un pétrolier. Mais si l'État flèche mal les budgets RSE, moi, je n'imagine pas le DG d'une société dire à son ministre de tutelle, Monsieur le ministre, moi, je ne veux pas me plier à vos exigences, je vais aller construire la route de Djeno. Voilà, donc les sociétés, il en existe, il suffit de savoir collaborer avec elles. C'est pour ça il y a l'intérêt d'avoir ce dialogue public-privé assez franc. Donc, Président Michel Nzombo, nous allons terminer par les climats des affaires que nous avons un peu effleuré le long de notre émission parce que c'est très important. Si les climats des affaires n'est pas amélioré, vous n'allez pas donc développer vos structures économiques. En un mot, dites-nous, est-ce que vous êtes aujourd'hui, on rentre en 2025, est-ce que vous êtes satisfait du climat des affaires au Congo? Écoutez, en un mot, la tonalité même de l'interview montre qu'on ne l'est pas, mais on ne peut pas faire que se plaindre et nous devons être partie de la solution et nous allons proposer, nous n'allons pas baisser les bras, continuer à proposer jusqu'à être écoutés. Alors, qu'est-ce qui fait le plus mal aujourd'hui? Est-ce que c'est des contrôles intempestifs? Est-ce que c'est des tracasseries administratives? Écoutez, tout ça, ça peut être réglé avec le dialogue. Donc vraiment, j'appelle nos partenaires publics à écouter plus nos propositions, à nous dire lorsqu'elles ont des limites de marge de manœuvre et lorsqu'elles n'en ont pas, à les prendre en compte et que le dialogue soit franc, direct et sincère. Il y en a qui pensent que la route Brazzaville-Pointe-Noire, l'une des artères les plus chères quand même de la sous-région. Est-ce que vous partagez les corridors de transport au Congo sont très très chers et représentent, j'ai l'impression, pour une frange des décideurs publics, la nouvelle vache à lait. L'ancienne vache à lait était le pétrole, la nouvelle vache à lait, c'est les corridors logistiques. Je vous annonce d'ailleurs qu'il y a une nouvelle taxe sur le fret terrestre qui va venir taxer encore plus les transports au Congo. On va rajouter 60 000 et c'est dans la loi des finances 2024, mais nous pensions que ça n'allait pas être mis en place. Apparemment, ça va l'être avec le lancement du bureau de gestion du fret terrestre. Il y aura 60 000 sur les transports. Donc, vous avez les péages dont vous avez parlé, 420 000 pour faire Pointe-Noire-Brazza en aller-retour. Vous allez rajouter 60 000 par une nouvelle taxe qui est censée permettre de financer la régulation des transports terrestres. On va mettre en place, si vous voulez le dire trivialement, l'ARPCE des transports terrestres qui va contrôler, réguler, s'assurer que les choses... Et là, dans le cadre du dialogue, vous n'êtes pas associés, vous ne tombez pas ensemble d'accord sur ces montants, 60 000, on allait... C'est beau. Je disais, on a eu un dialogue franc avec l'interlocuteur principal concerné, le directeur général des transports terrestres. Il nous a écoutés, on a pu négocier un tarif réduit. Moi, je voulais l'annulation de cette taxe ou qu'on arrive à quelque chose de symbolique pour les transports locaux, le maintien de cette taxe pour les transports internationaux. Mais pour le local, on devait le réduire ou l'annuler. On a obtenu une petite réduction. Mais il semblerait qu'il nous avait promis que ce soit mis dans la loi des finances, parce que comme c'est dans l'ancienne loi des finances, il faut la loi des finances 2025 pour amender la précédente, et il semblerait que ça n'a pas été fait.
puisque l'Assemblée me dit qu'il y a eu très peu de modifications de la loi des finances qui ont été faites à la demande du gouvernement. Donc finalement, vous aboutissez à un résultat avec un acteur, mais la machine est grippée, ne nous permet pas d'avoir des impacts. Voilà, il y a aussi la corruption, hein. Tout le monde pointe du doigt. D'ailleurs, tout le monde est unanime que le Congo est vraiment touché par la corruption. Et est-ce que vous le ressentez-vous à votre niveau? Énormément et tous les jours. Et parlons de la corruption des entreprises. Souvent, on parle de la corruption des pouvoirs publics, les agents publics qui viennent voir que c'est tellement qu'ils prennent de l'argent et tout, mais vous-même aussi, vous êtes devenu... Je vais vous poser une question simple. Un pouvoir de corruption aussi, hein, auprès de l'État. Par la force des choses, quand il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Je vais vous poser une question. Des facilités. Je vais vous poser une question simple. Si vous étiez dans cette situation que je vais décrire là, vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez avoir fait une erreur et être redressé de 2 ou 3 millions de francs CFA. Donc, l'amende normale prévue par les textes serait de 2 ou 3 millions de francs CFA. Vous recevez un contrôle qui va vous taxer 100 millions. Le redressement, 100 millions. Vous êtes effaré, vous prenez peur. Vous apprenez que les règles qui s'appliquent en matière de contentieux fiscal font que pour aller combattre cette mesure, pour aller en contentieux, il faut d'abord déposer en garantie 10%. 10% de 100 millions, c'est 10 millions. Quel va être votre réflexe? D'aller en contentieux et de déposer 10 millions que vous allez peut-être jamais revoir, sachant que vous étiez quand même redressable de 2 ou 3 millions, ou essayer de négocier quelque part pour vous rapprocher des 2 ou 3 millions que vous saviez que vous allez toujours payer. Malheureusement, c'est un cercle vicieux. Nous espérons qu'il y ait le moins d'adhérents d'Unicongo qui s'adonnent à cette facilité, mais la vérité s'impose, ça existe. Et c'est justement ce cercle vicieux, voire pervers, qui fait que c'est la course au redressement à l'amende pour sortir du cadre légal et essayer d'obtenir quelque chose d'autre. Et ça, encore une fois, il n'y a que le dialogue et la collaboration et la dénonciation également de ces pratiques qui peuvent nous permettre d'arriver à un cercle plutôt vertueux. Michel Nzomo, il y a aussi des sociétés aujourd'hui qui ont dépassé 5 ans d'existence au Congo, qui ont 10, 20 ans, mais qui continuent de bénéficier des exonérations, alors que la loi, selon la loi, c'est 5 ans au maximum. Ça, c'est pas normal. Je me suis exprimé dans toutes les tribunes que j'ai eues, y compris même face à l'Assemblée, que nous sommes ouverts à une refonte du code des investissements afin de modifier les procédures d'attribution des conventions d'établissement et que des sociétés qui sont dans des extensions de périmètre ou des nouveaux investissements ne voient des exonérations appliquées que à ces extensions. On ne peut plus exonérer de l'impôt sur les sociétés tout le périmètre d'une société qui a investi peut-être pour 10% de croissance de son activité. C'est pas normal. Et là, sur ça, je suis très à l'aise. Je le dis, où que ce soit, nous demandons une refonte du code des investissements. Mais aussi paradoxal que ce soit, je siège à la Commission nationale des investissements. J'ai demandé aux pouvoirs publics qui sont face à nous qu'on travaille à ce code. Et il n'y a aucune volonté du côté des pouvoirs publics. Je l'ai encore exprimé à l'Assemblée. Donc, je peux vous le dire librement parce que je l'ai même dit à la Commission économie et finances de l'Assemblée. Donc, travaillons à la refonte du code. On doit arrêter de nous reprocher de bénéficier de trop d'exonérations. Si on considère que c'est trop, mais travaillons à un système ensemble où il n'y aura plus ces exonérations trop larges. Nous, on est demandeurs de ça. Comme ça, on arrêtera de nous pointer du doigt et puis on sera dans un environnement sain avec une concurrence équilibrée. Et comme je parle de concurrence, il faudra aussi aller contrôler les importations illégales parce que nous contraindre ce qui est normal à agir correctement et en laissant nos frontières étant des passoires d'importation de fraude et de contrebande. Ça plombe votre activité, voilà. Justement. Et pour terminer à mon niveau, Arsène, la question de la dette aujourd'hui, la discussion, sont à quel niveau avec le pouvoir public? À aucun niveau. Il n'y a aucune discussion. On pense que vous êtes souvent favorisé, vous, les grandes entreprises, par rapport aux petites. Je vais vous dire une chose. Le FMI, qui à chaque revue, avant chaque discussion avec l'État, vient nous parler pour avoir le pouls de l'économie dans le secteur privé, nous a annoncé lors d'une discussion récente qu'il y a eu en 2023 400 milliards de francs CFA d'appurement de la dette intérieure. On a fait une enquête au sein d'Unicongo pour savoir qui a bénéficié de ces remboursements de dette intérieure. Personne. Je ne vais pas dire qu'il y a eu 0, mais on n'est même pas arrivé à 10 milliards de remboursements. Donc, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, je ne sais pas quel est le mécanisme, mais en tout cas, il n'y a pas de dialogue sur la dette. Pour l'instant, on ne voit rien, c'est comme ça qui s'impose. Et voilà, une toute dernière question, c'est un peu la perspective. 2025 vient de commencer. Comment vous voyez quand même l'économie congolaise? Écoutez, est-ce qu'il y a des espérances, il y a des assurances quand même? Le Covid nous a fait très peur. D'abord, la crise pétrolière, la baisse du prix du baril a cassé l'économie. Peut-être que ça va revenir si la guerre en Ukraine s'arrêtait aussi. Tout à fait. 2019 a été une année de reprise et le Covid a tout cassé. Donc, comme je disais, le Covid nous a fait très peur. On s'est dit, waouh, si ça vient se rajouter, où on va? Paradoxalement, 2021 a été une année de reprise.
2022 a été perturbé par la guerre en Ukraine, mais il y a eu toujours cette résilience. 2023 a été une bonne année pour l'économie. Et là, on a commencé à reprendre du poil de la bête. Vous regardez même les statistiques dans les aéroports de fréquentation. Vous voyez les compagnies aériennes qui sont revenues, le nombre de passagers. Il y a des indicateurs assez simples, même si on ne va pas dans les statistiques, pour nous dire que l'économie repart. Mais malheureusement, la trésorerie publique étant asséchée ou les pouvoirs publics, nos partenaires étant en difficulté, la pression sur les sociétés a augmenté. Et l'année 2024 a été un peu une année un peu de désespoir pour les entreprises qui se sont dit, bon, finalement, on manque de visibilité, où on va, cette pression qui s'accentue, alors qu'on devrait peut-être nous accompagner pour libérer tout notre potentiel. Et c'est ça l'enjeu de 2025, travailler avec nos partenaires publics pour qu'ils nous permettent de libérer le plein potentiel des entreprises privées. Merci, ça sera pris comme le mot de la fin pour notre invité, Michel Nzomo, qui est le président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo-Uni-Congo. Avec lui, donc, nous avons fait un peu le point de la situation économique du pays. C'était donc la tribune de la semaine que j'ai animée avec mon estimé confrère Fortuna Ngolali. Merci et à la prochaine occasion.